Fidèles téléspectateurs de la chaîne panafricaine et internationale, bonsoir et bienvenue une nouvelle fois à votre nouveau numéro de Femina. Comme vous le savez, cette tribune qui reçoit chaque week-end une nouvelle femme avec son domaine de définition. Aujourd'hui, on reçoit encore l'une d'entre elles, une femme qui fait la belle histoire de la mode, du style africain. Je ne vous en dis pas plus, je vais comme ça lui dire bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue à Femina. Merci, je vous remercie de m'avoir reçue. Vous ne vous êtes pas présentée. D'accord. Alors, je suis Nancy Toutoum, créatrice de mode de la marque Tunama, marque de prêt-à-porter afro-chic au Gabon. Vous le savez désormais, on reçoit Nancy Toutoum. Elle a sa propre marque et elle fait les beaux jours de la mode africaine. Mais avant tout, on va d'abord savoir quels sont les goûts musicaux de Nancy. Alors, la musique africaine, européenne, donc plus aussi de la deep house parce que ça m'aide à trouver de la créativité dans mon travail. Puis voilà. On va planter le décor d'une manière très festive et on s'en va comme ça au Cameroun découvrir le duo Loco et Mimi dans le titre Faya. Je vous l'avais dit qu'on va planter le décor d'une manière très festive et là, franchement, Loco et Mimi, ils nous l'ont servi, hein. Nancy, ça va? Exactement, ça va très bien. Là, tu es détendue. Très détendue, c'est bon. Alors, Nancy Toutoum, quel est votre parcours déjà scolaire? D'accord, donc j'ai eu un bac économique, donc la série B, que j'ai fait au lycée d'application Nelson Mandela. Ensuite, je suis allée parcourir des études d'économie et gestion à Pau. Ensuite, en deuxième année, j'ai tout claqué pour me donner à ma passion. La mode. La mode. Donc, j'ai cherché une école de mode à Lyon. Donc, partout d'abord en France. Et j'ai été acceptée à Lyon, à l'école sup de mode, où j'ai fait mon parcours de mode. Et aujourd'hui, est-ce que ça se passe bien? Alors, aujourd'hui, déjà, c'est vrai qu'au Gabon, nous avions déjà des stylistes, des créateurs ici. Donc, du coup, les Gabonais connaissent. Ils savent qu'il y a des créateurs déjà de base. Donc, lorsque j'arrive, ça n'a pas été très facile dans le sens où il fallait chercher les clients. Donc, voilà, se faire connaître. Et au fur et à mesure, un peu de force et puis je suis un peu arrivée. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'activité nourrit son homme? Oui, je veux dire, parce que c'est ma principale source de revenus. Donc, du coup, je vis de ça et je me bats pour que ça soit encore plus. Moi, il y a une question personnelle que j'aimerais bien poser aux stylistes, couturiers gabonais. On a remarqué que les couturiers gabonais, les stylistes gabonais, vous êtes excessivement chers. Vraiment, je voulais me retrouver en face de l'un d'entre eux pour qu'il m'explique comment se fait-il que les tissus que nous ramassons au marché, qu'on amène facilement chez un couturier expatrié, il va nous faire peut-être la tenue à un prix dérisoire. Mais quand on arrive chez un styliste gabonais, franchement, ça nous coûte les yeux de la tête. Alors, il faut savoir que déjà, les produits sur le marché, donc les tissus, coûtent extrêmement cher pour nous. Donc, parce que déjà, les stylistes, ils ne vont pas faire de l'entrée de gamme. Donc, on part plus sur du haut de gamme. Donc, lorsque nous voulons offrir de la qualité à nos clients, bien évidemment, nous choisissons la qualité de tissu. Donc, ça, il y a déjà un coût. Avec la créativité, il y a aussi un autre, parce qu'effectivement, lorsque vous allez chez un couturier, on va dire, comme vous avez dit, couturier du quartier, excusez-moi du terme, mais en fait, ils vont juste sur la reproduction d'un modèle. Vous venez avec un modèle et ils reproduisent comme il faut. Vous faites la création. Nous sommes dans la création, voilà. Donc, vous pouvez venir avec un modèle, mais en fait, nous allons travailler sur l'esprit, dans le même esprit du modèle, mais ce ne sera jamais la même chose. Mais tous les clients ne vont pas le comprendre. Un client qui veut juste un joli modèle bien reproduit, il va comprendre en quoi quand on va lui parler de l'esprit du modèle. Mais en fait, il faudrait aussi que les clients, les consommateurs comprennent en fait la différence entre un couturier du quartier et un styliste. Lorsque je vais chez un styliste, je ne vais pas pour faire une tenue voilà, pour porter juste une fois et ne plus jamais en porter, bon, sauf si vous avez les moyens. Mais lorsqu'on vient chez un styliste, il faut dire qu'on veut de la qualité. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous ne vivez que de votre activité. Exactement. Qu'est-ce qui fait la différence entre la marque de Nancy et celle des autres?
Alors moi, ma marque, en fait, c'est une marque de prêt-à-porter. Vous pouvez trouver une collection disponible en différentes tailles. D'accord. Donc c'est de l'afro chic. Déjà, il y a des modèles, vous ne trouverez pas ça dans la rue au Gabon, parce que c'est des modèles déjà de la création. Donc déjà, on peut porter facilement pour aller au travail, mais en différentes tailles. Donc tout le monde a son compte là. Et vous, quel est votre style vestimentaire? Alors moi, déjà, à la base, j'étais street. Déjà au départ, strict, donc robe près du corps, talons aiguilles. Donc malgré ma corpulence, j'étais toujours sur des talons. Voilà. Donc malheureusement avec l'activité, donc tout le temps en babouche, dans l'atelier, parce que je suis sur la machine, je suis en train de coudre. Donc du coup, je préfère plus maintenant le côté décontracté pour mieux faire mes mouvements, mes patrons, et puis voilà. Il paraît que les stylistes ont aussi la particularité, lorsqu'on vient avec son modèle, de pouvoir connaître le modèle qui nous sied. Exactement. Comment est-ce que vous arrivez à avoir cette expérience, ce savoir? En fait, c'est juste avec l'expérience. D'accord. Déjà, lorsqu'on prend le contact avec le client, on prend le temps de discuter avec cette personne, on observe déjà sa silhouette et on arrive à comprendre à savoir vraiment si le modèle qu'il nous propose, il pourra rentrer, vraiment ça ira, ça sera joli. Parce que bien évidemment, l'objectif aussi, c'est que quand vous venez dans nos ateliers, c'est que ça soit, vous soyez comblé. Voilà, vous repartez avec le sourire. Donc, bien évidemment, c'est obligatoire. Et en général, aujourd'hui, on critique la femme africaine qui aime plutôt des tenues un peu dénudées. La femme africaine, elle s'expose physiquement, d'après les critiques. Je ne sais pas si c'est votre cas. Comment, en termes généraux, comment aimez-vous voir le style des femmes africaines? Alors, moi déjà, je pars dans... Pour moi, en fait, une femme, elle s'exprime comme elle veut. Déjà, voilà, c'est aussi ma philosophie. Donc, si elle aimerait montrer une partie de son corps tant que ça ne tombe pas vers la vulgarité, donc du coup, moi ça me va. Si elle décide d'avoir un décolleté d'eau vraiment bien ouvert, moi je le lui fais. Ou alors une mini-jupe, je lui fais, mais tant que c'est joli et que ce n'est pas vulgaire, donc je le lui offre. Vous avez mission aussi de donner des conseils aux clients? Effectivement, parce que si effectivement une femme vient demander, on va prendre l'exemple, une mini-jupe, et que ça ne va pas forcément avec sa corpulence, je vais forcément lui dire que non, on ne peut pas. Mais après, on va dire aussi que toutes les femmes n'ont pas la même corpulence, chacun a son corps. Et lorsque une personne A porte une mini-jupe, ce ne sera pas forcément le même résultat avec une personne B. Donc voilà. Lorsqu'on est sur Femina, ce qu'on fait, on est en quelque sorte ici un scanner. On décrypte un peu la vie de notre invité, on veut savoir les couacs, on veut savoir les hauts ainsi que les bas. On continue dans notre petit questionnaire. Alors, j'aimerais savoir, vous avez parlé du style que vous aimez bien voir arborer les femmes africaines, et quant à l'homme africain? Alors, l'homme africain, il est plus décontracté. Parce qu'il y a la chaleur. Vous faites aussi des tenues? Je fais aussi les tenues pour hommes. Donc, du coup, ils aiment bien les tenues, les chemises, parce qu'il fait chaud. Ils sont tout... Vous les aimez comment? Mais comme ils s'aiment. Voilà. Décontractés, oui. Moi, je prends les gens tels qu'ils viennent. Donc, s'ils se sentent bien comme ils viennent décontractés, moi, je prends. D'accord. Voilà. Lorsque Nancy avait opté pour le stylisme, les parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, vous étiez d'accord? Au début, c'était difficile. Il faut être honnête. C'était difficile parce qu'ils se disaient que oui, mais au Gabon, est-ce que ça va apporter quelque chose? Tu veux venir nous présenter, tu es styliste, ton frère, il est au niveau de la comptabilité, ta soeur, elle est au niveau des télécommunications, et moi, je viens avec la couture. Donc, ça a été difficile. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à prendre pour demander à mes parents de financer mes études de mode, parce que ça coûtait extrêmement cher. Donc, j'ai mis 3 ans. Donc 3 ans pour qu'ils acceptent, étant donné que j'étais déjà à l'extérieur. Donc au final, ils ont cédé. Et effectivement, dans notre famille, nous avons la couture déjà. Mais je suis la seule qui a vraiment professionnalisé le don de couture. Voilà. Le plus souvent, nous les novices de la mode, on ne sait pas faire la différence entre couturier, styliste et styliste modéliste. Vous pouvez nous donner les définitions de chacun des termes? Styliste, c'est la personne qui est chargée de la création. On va dire, il prend une planche, il dessine, il présente le modèle sur une planche 2D. Ensuite, le modéliste vient réaliser le vêtement. Donc, il prend le dessin du styliste pour mettre sur pied, donc en format réel, donc le vêtement.
donc il coud en fait. Oui. Et le couturier, il vient à la fin juste pour le montage maintenant. Lorsque le styliste et le modéliste ont déjà validé le modèle, donc le couturier vient juste reprendre ce qu'il doit faire pour maintenant lancer. En fait, les trois doivent travailler ensemble. Exactement. Comment se fait-il qu'une seule personne se fasse appeler couturier, styliste et modéliste? Ben parce que déjà, de 1, moi je vais prendre l'exemple, par exemple, moi j'ai débuté, j'étais toute seule, donc il y avait un problème de moyens, parce que je suis partie quasiment de rien, donc il fallait forcément que je sois sur tous les plans. Il fallait que je fasse ma création, le modélisme et aussi la couture pour présenter les vêtements, pour commencer quelque part. Mais après, au Gabon, ou en Afrique même, est-ce que c'est pas facile en fait pour les jeunes créateurs de se lancer et de dire qu'ils vont rémunérer ces personnes-là. Donc il faut en fait commencer au départ tout seul pour ensuite ouvrir les portes aux autres. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir, aujourd'hui, on remarque que la mode en Afrique a vraiment le vent en poupe aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu une expérience internationale, à part le Gabon? Alors oui, une seule. J'ai participé au Carrousel international de la mode qui s'est passé à Pointe-Noire, au Congo. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. J'étais bien reçue, vraiment, j'étais sublimée par l'événement. Pour la réception, vraiment, c'était bien. Lorsque vous regardez la mode gabonaise à l'échelle internationale, est-ce qu'elle a sa place véritable? Est-ce qu'elle peut trouver véritablement une voie? Parce qu'il faut dire que, ça c'est toujours encore moi qui remarque, ici on a l'impression que ça tourne sur place, ils ne veulent pas aller voir ailleurs, ils se suffisent ici, dès que quelqu'un a déjà son petit carnet d'adresses de clients, ça lui suffit. Mais moi, je suis surprise en fait qu'au Gabon, on dise en fait qu'on connaît pas les stylistes gabonais à l'étranger. Moi, lorsque je suis partie, déjà la mode gabonaise elle déjà existe depuis en Afrique. On connaît les grands noms qu'on a ici, excusez-moi le terme, Chouchou Lazare, on connaît Christone à l'étranger. Donc c'est vrai que peut-être, comme on dit, nul n'est prophète chez soi, peut-être qu'on néglige trop. On vous fuit à cause des prix. À cause des prix. Mais en tout cas, la mode gabonaise, elle est déjà représentée à l'international, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à une jeune femme ou à un jeune homme qui veut faire comme vous? Déjà, quels ont été les véritables obstacles qui ont failli vous laisser peut-être un beau jour de raccrocher, comme on dit, les pinceaux? Alors déjà, c'est déjà le départ parce que je n'ai pas été comprise dans mon entourage pourquoi je voulais faire ce domaine-là pour travailler dans la mode, etc. Parce que beaucoup disaient qu'il n'y a pas forcément de débouché dans cela, pourquoi, mais bon, ça a été difficile déjà de convaincre ces personnes-là. Ensuite, lorsque je me suis lancée, le plus difficile vraiment c'était de ne pas lâcher, de pouvoir répondre rapidement aux commandes des clients, étant donné que j'étais seule, c'était assez lourd et pourtant les clients voulaient forcément absolument vite leur tenue, mais moi j'étais toute seule et puis ça a été vraiment difficile. En termes de cohésion entre les stylistes ou bien les entrepreneurs gabonais, il paraît que vous ne vous entendez pas vraiment, ça se donne des... Non, informez-moi, je pose la question, ça se met des bâtons dans les roues et tout ça. Est-ce que vous n'avez pas rencontré par exemple ce genre d'obstacle où des gens qui font dans le même domaine que vous veulent vous mettre à tout prix les barrières? Ah non, non, non. Par contre, moi, j'ai eu cette chance-là. Je suis peut-être gracieuse, je ne sais pas. J'ai eu cette grâce-là, vraiment, d'avoir été bien accueillie par les anciens, les aînés. Donc, lorsque j'ai fait mon premier défilé, ils étaient tous là, mes aînés qui m'ont vu débuter, qui m'ont même encouragée depuis le départ de ne pas lâcher. Déjà, je ne savais pas pourquoi on me disait ne lâche pas, essaie de t'accrocher, mais en fait, j'ai compris que c'était difficile de se lancer toute seule et travailler. Mais vraiment, moi, je n'ai pas eu ce souci. Voilà. Vous disiez que vous faites dans le prêt-à-porter. Pour voir quelle est la définition du prêt-à-porter? Alors, le prêt-à-porter, c'est de présenter une collection disponible en différentes tailles. On va dire la taille 34, la taille 52, 56, mais le modèle est textuellement le même. Il n'y a pas de changement et les couleurs sont les mêmes. Il n'y a pas de différence, c'est juste les tailles qui diffèrent. Ça marche quand même, tout comme un client pouvait aller donner son modèle au couturier, prêt-à-porter, je ne sais pas. Ce n'est pas assez limité en termes de clientèle? En fait, au début, c'était difficile. Parce que la clientèle gabonaise n'était pas habituée. Quand ils viennent chez un styliste, ils veulent forcément une tenue unique. Donc, ils ne veulent pas se retrouver dans la rue avec une autre personne qui a la même robe ou la même chemise, je ne sais pas. Donc, ça a été difficile, mais au fur et à mesure, il y a maintenant beaucoup de marques de prêt-à-porter au Gabon. Donc, du coup, il y a beaucoup de consommation maintenant locale en termes de prêt-à-porter. Mais sinon, aujourd'hui, ça va.
Vous parlez de marque justement, est-ce qu'il y a une certaine catégorie de gamme dans le prêt-à-porter? Oui, bien sûr, nous avons marque de prêt-à-porter entrée de gamme. Donc avec des... Là, c'est quoi? On ne va pas dire du bas de gamme, on reste gentil, on dit de l'entrée de gamme. Lorsque vous voulez mais on parle souvent de bas de gamme aussi. Hein. Mais c'est pas gentil, on dit entrée de gamme. D'accord. Voilà, bon français, c'est entrée de gamme dans le domaine, qui veut dire en fait, c'est des tissus bon marché, pas de la qualité vraiment, mais en fait, c'est vraiment pour les clients qui veulent quelque chose de moins cher, d'assez rapide. Donc, on va offrir des produits vraiment qui peuvent aussi se détruire en peu de temps. Rapidement. Donc, ça, voilà, ça dure pas en fait. Donc, c'est ça l'entrée de gamme. Ensuite, nous avons la moyenne gamme. Ça, je pense que ça dépend du tissu, non? Oui, et aussi du prix. D'accord. Donc, vous allez peut-être trouver du satin à 2000 francs. Alors, au lieu d'un satin, par exemple, contre un satin, par exemple, à 8000 francs, quand vous touchez, ce n'est pas la même chose. Lorsque ça passe à la machine, eh ben, ça craque. Celui de 2000, tandis que celui de 8000, ça tient. Voilà. Donc, du coup, l'entrée de gamme va avec le prix. Moyenne gamme aussi, on va utiliser du tissu moyen, donc au prix moyen. On va dire, par exemple, 5000 francs au lieu de 8000. Voilà. Et ça tient plus dans l'entretien, mais ça ne, voilà, c'est pas ça. Et aussi le prix aussi doit suivre, parce qu'il y en a qui font de la moyenne gamme, ils présentent des produits qui sont bon marché et ils viennent mettre des prix hauts. Là, c'est carrément, voilà, c'est pas bien. Donc du coup, donc voilà, moyenne gamme. Ensuite, nous avons le haut de gamme. Oui. Donc, vous allez trouver des matières plus nobles. Vous allez trouver du coton. Le coton qui coûte assez cher quand même ici, parce qu'on ne produit pas le coton. Vous allez trouver de la soie. Vous allez trouver, en Europe, parce qu'ils utilisent de la laine, parce qu'il fait froid. Vous allez trouver ce genre de matière un peu noble. Là. Voilà, c'est bien évidemment, il y a le prix qui va avec. C'est encore plus cher. Et le monde du luxe. Voilà, donc les grandes marques internationales où vous trouverez une robe de prêt-à-porter à 1 million, 2 millions. Mais le produit aussi va avec, si vous avez 1 million, c'est pas la même chose en tout cas. C'est pas la même chose. Et votre clientèle, vous côtoyez quel genre de clientèle vient vers vous? Alors, c'est vraiment des hommes et femmes, donc working boy, working girl, des gens qui vont au travail. Non, je parle en termes de niveau de... Ah, de niveau de... D'accord. Alors, bien est-ce que vos produits sont à la portée de toutes les bourses? Ça, par exemple? Non. Ah, voilà. C'est déjà ça. Non, parce que moi, j'ai débuté avec la moyenne gamme. Et là, je vais vers une clientèle qui demande du haut de gamme. Donc voilà, ils voudraient de la qualité. Ils ne veulent pas venir vers un styliste pour avoir un produit déjà qui se détériore au bout d'une semaine, 2 semaines. Ils veulent de la qualité, donc bien évidemment, il faut mettre le prix, il faut mettre du coût, et puis voilà. J'ai envie de poser justement la question, vos prix, ça peut varier de combien? Alors, mes tenues sur mesure. Dans la collection, collection prêt-à-porter, parce que c'est des vêtements qui sont déjà disponibles, on peut trouver des chemisiers à 15 000. À 20 000. Par contre, le sur-mesure, c'est un travail plus personnalisé. Donc, c'est des modèles vraiment uniques pour le client. Nous sommes à partir de 50 000. D'accord. Donc, disons que les prix de Nancy Toutoum varient de 15 000 à 50 000. À plus, oui. Voilà. Donc, on peut aussi trouver même une tenue à 1 million. Ah non, non. Mais si, une robe de mariée, par exemple. Alors, en ce qui concerne la mode gabonaise, le produit, quelles sont peut-être les difficultés pour vous sur le marché local en termes de produits? Alors déjà, les produits sont faits par des fournisseurs déjà étrangers. Donc ils font venir ça de chez eux. Donc on va plus prendre l'Afrique de l'Ouest. Mais au Gabon, déjà, nous n'avons pas des industries qui produisent des tissus sur place qui peuvent revenir moins cher. Donc lorsque eux, ils font venir, ils ont des coûts. Au niveau de la douane, ça coûte cher. Donc, ils sont obligés de mettre le prix pour pouvoir aussi gagner quelque chose. Donc, le plus difficile, en fait, c'est vrai qu'on peut trouver beaucoup de choses auprès de nos fournisseurs en matière de tissus, de perles, etc. Mais le prix est élevé parce que je peux bien comprendre parce qu'eux aussi, ils ont des charges. Alors, et sur le marché international, vu que vous faites aussi le marché international, quelles sont peut-être les difficultés que vous rencontrez? Alors, au départ, c'était sortir le vêtement, trouver vraiment un... Vous avez souvent des demandes de l'étranger? Oui. Une personne qui n'est pas gabonaise? Ah non, pas encore gabonais, mais gabonais de l'étranger, oui. J'ai eu Abidjan,
J'ai eu aussi en Europe, donc des demandes. Mais en fait, le plus difficile, c'était de faire parvenir ces colis. Mais aujourd'hui, c'est bon, nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont lancé dans ce domaine-là. Et puis, c'est très facile à faire parvenir le vêtement. Alors, pouvez-vous nous donner une particularité de la demande locale en termes de prêt-à-porter? Alors, la demande, en fait, c'est paradoxal parce qu'ils veulent du prêt-à-porter, mais ils veulent aussi une tenue unique. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'ils trouvent un modèle, oui, mais moi, je veux ça dans une autre couleur. Moi. Ah, d'accord. Voilà, une autre couleur. Je dis, oui, mais c'est ce qui est disponible. Ah, mais non, j'aurais aimé avoir cette tenue dans cette couleur-là. Voilà, c'est ça le plus compliqué, mais sinon, ça va. Et si Nancy, sa fille, un matin, vous avez déjà des enfants? Non. Ah d'accord, je vous le souhaite. Merci. Si sa fille venait comme ça, vous avez... Déjà, si un jour vous arrivez à être maman, vous avez des ambitions pour vos enfants? Oui? Oui, bien sûr. Oui, par exemple, si vous avez une ambition de ce que l'enfant devienne peut-être plus tard médecin, et que l'enfant vienne vous dire comme maman, moi je veux faire comme toi. Ben, je serais ravie. En fait, déjà, à la base, je ne partirais pas sur ce point de dire que mon enfant doit devenir tel ou tel. En fait, c'est à lui de choisir, en fait. Moi, j'ai eu ce souci-là parce que moi, mes parents, ils m'ont vu dessiner depuis petite. Et du coup, parfois, ils me tapaient sur les doigts parce qu'il fallait que j'étudie, en fait. Mais ce don-là était déjà là, en fait, dessiné très jeune. Et aujourd'hui, moi, ma mère, quand elle en reparle, elle en pleure même parfois mais on te voyait dessiner depuis petite. Donc, ça ne m'étonne pas aujourd'hui. Donc, moi, si mes enfants, ils décident de devenir ce qu'ils veulent, même en dehors de la mode, moi, je vais les laisser faire. Aujourd'hui, on voit la jeune femme africaine qui opte plus pour la facilité. En termes d'apprentissage, est-ce que le domaine du stylisme, de la couture, est facile et accessible pour ces jeunes filles-là qui se cherchent? Oui, bien sûr. Alors moi, Parce que vous me parliez de 3 ans d'études au niveau de la France pour une fille qui vient d'une famille démunie. Bah déjà, c'est peut-être pas pour faire mauvaise langue, mais 3 ans, c'est en école, c'est vraiment largement suffisant. Déjà, même en 1 an, vous êtes déjà calé. Donc la couture, moi, j'ai fait le programme en fait de la réinsertion des jeunes, et j'ai reçu 3 jeunes filles qui étaient apprenties en couture. Donc, elles avaient abandonné l'école, elles sont tombées enceintes très jeunes. Donc, du coup, elles se sont données au monde du foyer. Et lorsqu'elles reviennent, en fait, pour apprendre la couture, au bout de 6 mois, elles étaient calées, elles ont eu leurs examens, toutes. Donc, c'est possible, en fait. On peut avoir une formation, disons, supérieure, donc dans une école supérieure de mode, mais on peut aussi se former dans une entreprise. Il n'y a pas forcément le cursus académique. Il y a aussi, en entreprise, on peut très bien apprendre le stylisme avec quelqu'un qui vous prend dans les... Mais le plus souvent, c'est bien d'allier la pratique à la théorie. C'est aussi bien, mais parfois, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez aussi rentrer en entreprise. C'est même le mieux. Et ça va donner ses fruits, par exemple, lorsque ces filles se lancent. Qu'est-ce qui peut être pour eux une facilité d'accès? D'envol. D'accord. Déjà, lorsqu'elles viennent en entreprise, elles ont déjà le contact avec les clients. Ils apprennent comment il faut parler aux clients, comment il faut les traiter. Donc déjà, si elles se lancent seules, c'est vrai qu'elles savent coudre, elles ont déjà les capacités parce que c'est pas aussi au bout d'un an. Si au bout d'un an, je vois que la jeune fille ne peut pas se lancer seule, je lui dirai. Mais si elles sont déjà prêtes, lorsqu'elles se lancent, elles pourront facilement aller vers les clients, de présenter ce qu'elles font. Et puis voilà, c'est vraiment, il faut vraiment de la volonté, mais ce n'est pas non plus la mer à boire. Aujourd'hui, dans le monde de l'audiovisuel, on voit maintenant de nombreux couturiers et modélistes qui se font un marché dans ce milieu-là. Que pensez-vous de la mode qui allie le monde des médias? Alors, c'est une bonne chose parce que, excusez-moi, mais vraiment, vous brisez souvent nos yeux lorsqu'on regarde la télé et que je tombe sur des animateurs qui sont vraiment habillés, c'est la catastrophe. Et je pense aussi qu'ils devraient aussi, les maisons de médias devraient aussi s'accompagner de stylistes, de conseillers en image pour pouvoir ajouter cela à l'image. Vous voyez comme vous êtes belle, ça fait du bien de vous voir comme ça. Et du coup, on aimerait avoir ça partout. Donc, j'aimerais savoir maintenant, si un jour, M. Mactar Cilia, le propriétaire de Label TV, appelle pour avoir des services de Nancy Totum, on peut s'attendre à quoi en retour? Parce que c'est un partenariat. Oui, alors le partenariat, c'est gagnant-gagnant. Ah oui? Donc, du coup, moi, je vous habille et puis vous me faites de la pub.
Il faut toujours, faut pas toujours Ah, penser... juste de la pub. Oui, il ne faut pas toujours penser qu'il y aura de l'argent derrière parce que c'est gagnant-gagnant. C'est ça qu'on craint souvent. Non, il faut souvent aussi aller vers... Et le plus souvent, vous vouliez que cette pub-là soit faite comment alors? Pardon? Vous voulez qu'elle soit faite comment? Genre comme je suis là, je suis habillée par... Non, même une mention et puis c'est parfait. Nous, on s'occupe juste de la publicité, on récupère les images et puis... Mais la petite anecdote, moi, j'ai travaillé pour un programme de Label TV, Cheers. Donc, j'ai habillé Daphne Mbaye, donc j'ai fait une collaboration avec elle et vraiment, la collaboration s'est très bien faite et puis vraiment, rien n'est impossible. Alors, d'autres invités, on va aller souffler encore un peu en musique et on revient tout à l'heure. Cette fois-ci, vous l'avez compris, hein, on parle couture, on parle de modèle, on parle d'identité vestimentaire, on parle du look vestimentaire tout au long tout au long de notre émission Fémina. Et maintenant, je vous invite à suivre le titre Espoir, Espoir de José. Cette fois-ci, on va en Côte d'Ivoire. Merci Toutoum d'avoir choisi ce morceau de José. Oh là, ça booste le moral en fait. Exactement. Espoir, il faut croire en toi. Hein. On continue notre bonhomme de chemin. Alors, on va clôturer un peu ce côté du domaine de Nancy. Et je vous posais la question, si une jeune fille venait vers vous, vous posez la question, j'ai envie de faire comme vous, quel est le conseil que vous allez lui donner, sachant qu'il y a aussi des défis à relever? Mais la question me revient à chaque fois. Donc, tout ce que je peux dire à cette jeune fille, c'est de chercher déjà une formation si elle est très jeune, de passer en formation académique et ensuite travailler, de ne pas se lancer toute seule au départ, mais aussi travailler pour quelqu'un et puis tout faire de la main et que c'est possible. Il ne faut pas suivre ce qu'on se dit, on dit forcément autour, il faut croire ce qu'on a en soi. Donc, du coup, si elle croit en ce qu'elle veut faire, il faut qu'elle se lance. Moi, je l'ai fait. Voilà, ne perdez pas espoir, il faut croire en vous. Hein. Alors, avec tout ça, on se pose la question, c'est vrai, vous nous avez dit que vous n'avez pas encore d'enfants. Oui. Vous êtes en couple? Non, célibataire. Célibataire, oui. 100%. 100%. Il n'y a pas de bail, Il n'y a pas quelqu'un qui vient souvent laisser sa chemise à raccommoder là-bas. Quand même. Alors, Nancy est quel genre de femme d'intérieur? Quel genre de femme, je ne dirais pas d'intérieur, entre la couture et la femme africaine qui revendique aujourd'hui son identité culturelle, entre la couture, entre la modernité? Nancy est quel genre de femme? Alors, Nancy, c'est la working girl. D'accord. Alors, c'est vrai que je suis passée par l'éducation de maternelle, donc la cuisine, le ménage, etc. Mais ma carrière me prend vraiment beaucoup de temps. Donc, c'est très difficile d'allier tout le temps, passer tous les jours à la cuisine et laisser les commandes des clients. Voilà. Quand même, Nancy fait quand même un petit tour à la cuisine, non? Ou bien quelqu'un s'en charge pour elle? La grâce me fait en fait que quelqu'un s'en charge. Ah, qui voilà. Voilà. Et si y avait celui qui vient souvent laisser ses chemises à raccommoder? Ah oui, non, je m'en occupe, mais heureusement qu'il est très compréhensif. Et je vais aussi demander à Nancy. Nancy est une couleur de mèche blanche. Pourquoi ce choix? Alors, j'aime bien le côté excentrique. Donc déjà, dans mon domaine, vous pouvez bien comprendre que nous avons une sorte forcément excentrique, mais... Ah oui. Mais à la base, en fait, j'ai beaucoup de cheveux blancs. Très jeune, j'ai eu ça depuis petite. Donc du coup, lorsque je faisais par exemple la couleur noire, tout le monde, mais tes cheveux blancs, voilà, voilà. Et bien du coup, j'ai mis les couleurs et puis ça se voit plus. C'est vrai que ça choque beaucoup. Non, ça choque pas, ça mais vous va bien la j'adore, et vraiment, j'adore vraiment. Ça vous va bien la couleur, mais... Merci. Franchement, j'aimerais poser cette question. Pourquoi toutes ces personnes qui sont souvent dans la mode ont ce côté excentrique? Franchement, on ne va jamais voir quelqu'un lui-même qui coud des habits, être habillé normalement. C'est souvent... je ne peux même pas expliquer. Moi aussi, je ne peux pas expliquer. C'est comme ça. C'est comme on le ressent, en fait. Et vous êtes tous comme ça? Effectivement. En fait, on se reconnaît tous. Donc, du coup, je ne peux pas expliquer. C'est inné, c'est naturel. Oui. Vraiment, je ne sais pas. On est avec. On est avec. Et Nancy aime quel genre de plat africain? Alors, déjà, Nancy, c'est vrai qu'elle ne fait pas la cuisine. Lorsque vous entrez quand même, le jour que maman a forcé qu'aujourd'hui, Nancy va à la cuisine, va préparer. Quel est ce plat de prédilection que vous faites sans avoir recours à un livre de cuisine? Les feuilles de manioc à l'arachide.
Oh, ça, c'est vraiment au top. Aussi le poulet fumé avec le dika. Aussi le niamboué. Voilà, c'est un peu ça. Et le plat dont vous raffolez vous-même? Les feuilles de manioc. À l'arachide. À l'arachide. Salé, hein, pas sucré. Maintenant, on va parler du thème. Nancy a choisi comme thème la société poison de la femme africaine. Déjà, pourquoi ce thème? Alors, déjà, c'est le thème de ma prochaine collection. D'accord. Ça ne sert à rien, en fait, d'avoir ce don de montrer, en fait, ce que notre savoir-faire sans pour autant lancer quelques messages. Donc, en fait, la société, je me suis rendue compte que je suis déjà une femme et j'ai fait mes études à l'étranger, donc en Europe, en France. Et c'est toute une autre culture. Lorsqu'on revient, c'est autre chose. C'est vrai, je suis née, j'ai été éduquée avec l'éducation africaine, voilà, dans la société africaine, mais il y a vraiment un décalage. Donc, lorsque je me rends compte qu'en Afrique, on veut être au niveau de la société européenne, mais il y a encore des décalages par rapport, par exemple, à la femme. Oui. C'est vrai qu'il y a eu de nombreuses luttes pour les droits de la femme, mais ce n'est pas encore ça. Je trouve que la société édicte trop de normes de conduite pour la femme. Une femme ne peut pas lancer sa carrière si elle a vraiment réussi dans sa carrière et qu'elle n'a pas, par exemple, un foyer, elle n'est pas en mariage, elle a raté sa vie. Vous voyez un peu. Vous, ça marche plutôt bien pour vous, pourtant vous n'êtes pas mariée. Bon, perso, moi ça marche parce que je fais ce que j'ai envie de faire et je n'écoute pas ce que. Est-ce que c'est pas question d'environnement, d'éducation aussi? Si, c'est aussi un problème d'éducation parce que moi j'ai grandi dans un. Enfin, mes parents, ils sont mariés depuis plus de 40 ans. D'accord. Donc, j'ai connu, en fait, le milieu familial, etc. Mais ma mère, mes parents m'ont toujours dit qu'il faut d'abord, le premier mari, c'est le travail. Oui. Mais je suis, en fait, contrariée parfois de trouver des jeunes filles qui ont laissé leurs études, qui ont abandonné, par exemple, elles avaient peut-être des rêves, parce qu'elles sont tombées enceintes, parce qu'il faut forcément donner sa vie à un homme, etc. Mais en fait, où est l'épanouissement en fait, de la femme dans ça? Mais je pense en fait qu'on veut toujours mettre la faute sur les hommes, alors que ce n'est pas forcément les hommes. Eux-mêmes, ils ont reçu une éducation déjà de base. Donc peut-être que le problème vient au niveau de la société, qui sont les normes qui ont déjà été instaurées depuis des années, des siècles en fait. Voilà. Donc c'est plus ça. Bon, par rapport à votre domaine d'activité et les inégalités que vivent la femme dans la société, comment vous vous définissez-vous? Alors, perso, je suis mi-homme, mi-femme. D'accord. Parce que souvent aussi, lorsque il faut taper sur la table, on ne me reconnaît plus parce que tout le temps on se fit toujours, oui, Nancy, toutou, mais elle est toujours souriante, elle est toujours accueillante. Mais lorsqu'il faut taper sur la table, c'est ça. Mais par contre, lorsqu'on est entouré d'hommes, parfois ils veulent toujours que, oui, c'est bien beau une femme qui soit indépendante, voilà, mais pas trop. Parce qu'on veut aussi toujours... La place de la femme, c'est à la cuisine. C'est vrai qu'ils ne le disent pas forcément comme ça, mais c'est subtil en fait. Ils le disent doucement, mais voilà, c'est ça. Mais j'arrive quand même à m'en sortir, par la grâce de Dieu. Vous qui êtes dans le domaine, est-ce que vous remarquez que l'image de la femme, ou bien clairement la femme est chosifiée dans le domaine de la mode? Alors, au départ, oui. Oui. Il y a des années, au tout début, la femme a été chosifiée parce que, bon voilà, il y a une taille bien précise pour le corps parfait. Mais aujourd'hui, il y a eu tellement de luttes, justement, il y a des personnes qui ont revendiqué cela. Aujourd'hui, la femme, elle est valorisée parce qu'on ne va pas aussi oublier, la mode aussi, c'est pour donner vie, en fait, aux vêtements, c'est pour valoriser la femme, les hommes, c'est plus aussi la mode que la femme. Pour la femme, c'est la mode aussi pour les hommes. Donc, du coup, chosifiée, plus trop. Alors, en ce qui concerne la mode, comment est-ce que, d'après ce dont vous parlez, la mode peut être un canal pour être un milieu d'épanouissement pour la femme? Alors, parce que déjà, la femme, elle aime être belle. Elle aime se sentir ravissante, donc du coup, elle aime bien s'habiller. C'est un moyen aussi de s'exprimer. Lorsqu'on parle du style vestimentaire, le style d'une personne A, aussi une personne B, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, c'est aussi une manière de présenter sa personnalité. Donc, oui, il y a un moyen, en fait, de s'exprimer, de s'épanouir. Et puis, voilà. Attends. Je cherche la question, pas moi. Pas belle, que tu vas participer. Aïe.
Attends, c'est trop long, tes questions. Coupé, oh. Alors, vous-même, en tant qu'entrepreneur, en tant que styliste, modéliste, comment est-ce que vous vous battez dans votre domaine de définition pour faire monter haut l'image de la femme? Alors, en tant que créatrice, déjà, il faut... déjà, moi, je pense que c'est plus vraiment dans la carrière. Il faut montrer, en fait, qu'une jeune femme africaine peut réussir sa carrière en tant que créatrice de mode. Si vous remarquez bien, nous ne sommes pas nombreuses dans le monde. Ce sont les hommes. Il y a beaucoup des hommes qui dominent même dans la cuisine. Les grands chefs, ce sont des hommes. Et pourtant, on dit bien que la place de la femme, c'est la cuisine. Donc, vous voyez un peu qu'il y a un petit problème. Et vous, à votre niveau, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous battez pour revaloriser justement cette image de la femme qui est en quelque sorte bafouée. Mais alors, il faut être soi-même, il faut vraiment travailler dur, vraiment, tout le temps. Parfois, il faut aussi laisser le côté de la cuisine, vraiment se concentrer sur son boulot, être ouvert aux gens et puis voilà, faire du bon boulot. Mais en même temps, vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, les femmes sont critiquées parce qu'elles veulent... trop s'imposer. Voilà, trop. Elles veulent trop s'imposer au détriment de ce qu'on leur a donné au départ, la place qu'on leur a donnée au départ. Ce qu'on voudrait bien, est-ce que c'est pas allier les deux entre rester une femme simplement à la maison qui sait s'occuper de la famille et tout ça, et une femme aussi qui peut avoir un travail. Oui, bien sûr, mais de nombreuses femmes au Gabon, en Afrique, le font. Elles arrivent à allier travail et maison. Moi, j'ai grandi, ma mère, elle n'a pas été au foyer. Elle a travaillé, elle allait en mission. Elle nous laissait parfois 2 semaines parce qu'elle allait en mission à l'étranger. Donc, beaucoup de femmes ont déjà réussi à faire ça. Mais pourquoi ça... J'ai l'impression qu'on avance à reculant, en fait. Puisqu'on a déjà, il y a déjà des générations qui ont mis en place ce système-là. Aujourd'hui, on va encore nous ramener en arrière en disant que la place de la femme, il faut s'occuper des enfants, etc. Oui, on s'occupe des enfants parce que c'est bien évidemment 9 mois de souffrance. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse dire quand même que nous voulions nous épanouir ailleurs. C'est pas forcément dans le foyer, parce que je connais beaucoup qui en souffrent, en fait, qui ont dû abandonner leurs études, qui ont dû abandonner leur carrière parce qu'il fallait s'occuper des enfants. C'est vrai, c'est bien, c'est important, mais pas au moment d'un enfant pour qu'il vienne souffrir. Mais il faut aussi qu'elle arrive quand même à s'épanouir dans sa vie. On ne vient pas au monde seulement pour faire des enfants. Sauf si vraiment on me dit que la femme est venue sur Terre uniquement pour faire les enfants et se marier. Non, parce que lorsqu'on parle aujourd'hui de l'implication de la femme dans la société, lorsque elle parle, les femmes elles-mêmes, elles parlent un peu de l'autonomisation de la femme. C'est comme si elles veulent se mettre au même niveau que les hommes. Alors que je pense qu'il y a comme un malentendu entre eux et nous qui voulons à tout prix nous imposer parce qu'on a subi trop d'inégalités et eux aussi ils ne comprennent pas. Exactement. On voit par exemple aujourd'hui des femmes qui demandent à leur mari de faire la vaisselle. Est-ce que c'est normal? On voit maintenant des femmes aujourd'hui qui, c'est vrai, qui grimpent les échelons dans la société, mais au détriment du bien-être de leur foyer. Mais parce qu'en fait, on n'arrive pas à faire la part des choses aussi. D'accord. Lorsqu'on décide de rentrer dans un foyer, dans une relation bien précise, une vie conjugale, maritale, on a forcément des obligations à l'intérieur. Oui. Mais ça n'empêche pas que lorsqu'on va dans sa carrière, il y a autre chose ailleurs. Lorsqu'on rentre maintenant dans la maison, on a un autre rôle en fait. Là, maintenant, on veut tout mélanger en disant que parce qu'elle au travail, elle n'arrive pas à faire la vaisselle, etc. Non. Oui, je suis une femme indépendante, mais mon mari, c'est lui qui va faire la vaisselle, c'est lui qui va faire le ménage. Mais non, dans le foyer en lui-même, il y a d'autres rôles en fait. Donnez-moi votre définition de l'émancipation de la femme. Alors, la femme, pour moi, une femme émancipée, c'est une femme déjà indépendante qui arrive déjà à travailler son propre argent, qui pourrait décider en fait d'elle-même, et non pas par rapport à ce qu'on lui a dit de faire. Et puis voilà. Voilà, qu'elle soit mariée ou célibataire, vraiment, c'est vraiment l'épanouissement en fait personnel en fait, qu'elle soit épanouie. Si une femme décide d'être au foyer, tant qu'elle est épanouie, c'est le plus important, vraiment, c'est l'épanouissement de la femme pour moi. Mais je n'aimerais pas qu'on impose en fait un mode de vie en disant que si cette femme n'est pas mariée ou bien elle n'est pas comme ça, eh bien, elle a tout raté. Voilà. Tout à l'heure, vous disiez que votre prochaine collection va s'appeler Poison. Exactement. Pourquoi? Parce que la société, en fait, c'est un poison pour la femme. Nous subissons, pourquoi en fait. voyez-vous la société comme étant un poison pour la femme? Mais en fait, c'est comme je disais, en fait, il y a tellement de normes dans la société africaine, attention, dans la société africaine, il y a tellement de normes, en fait,
qui édicte en fait les faits et les gestes d'une femme. Comme on disait, par exemple, oui, mais une femme, elle ne doit pas être trop, elle ne doit pas être ceci, elle ne doit pas être trop ça, elle ne doit pas parler trop fort. Par exemple, lorsqu'on dit qu'une femme parle trop, elle parle fort, ah, c'est une femme. Mais lorsque l'on dit, oui, mais il a tonné, c'est un homme. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Oh, c'est trop, les femmes, elles sont toujours trop. Mais voilà, c'est un poison en fait. Mais ils ne font pas exprès. Parfois même, les femmes aussi elles condamnent aussi d'autres femmes. Oui. Donc, ils font pas exprès, c'est un problème d'éducation, c'est un problème d'environnement. Je pense que le problème vient plus de la société parce que ce sont des codes qui ont été instaurés depuis des années, depuis des siècles, on va dire. Vous avez bien fait d'introduire un peu le sujet, les femmes qui combattent aussi d'autres femmes. Ouais. Parce qu'en même temps, le gourou de la femme dans la société, ce n'est pas que l'homme. Hein. On a vu des femmes aussi qui sont des obstacles pour d'autres femmes. Qu'en pensez-vous? C'est dommage en fait, parce que nous devions être en fait une force. Même lorsqu'on dit que l'union des femmes, voilà, il y a toujours, excusez-moi du terme, petite hypocrisie. Et on s'attarde trop sur des petites choses, alors que nous sommes en fait la base de l'humanité, nous sommes là pour soulever le monde. Mais pourquoi en fait on va se détruire entre nous? Entendons-nous, faisons ce qu'on doit faire et puis un point de trait. Une question entre les deux sexes. Qu'est-ce qui est vraiment un frein pour l'émancipation de la femme dans la société? La femme elle-même ou c'est vraiment l'homme? Aucun des deux, c'est la société. Il faut changer les mentalités. Il faut changer les mentalités. Dixit Nancy de Totom. Alors Nancy, cette fois-ci, je t'invite à suivre le troisième clip. Ça, c'est toujours ta playlist. On reste au Gabon avec Chanel. On va écouter le titre Chizombengue et on revient pour la 4e et dernière partie de votre émission. Tu es en train de chanter Chanel, la Chizombengue. Alors, Nancy Toutou, le phénomène des Chiza, donnez-nous votre avis là-dessus. La société, qui est un poison pour la femme. Les Chiza aussi font partie des poisons. Hein. Oh non, oh non. Mieux, donnez-nous votre avis. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Et apparemment, on dit que ça aide aussi à garantir les foyers de certaines. Il paraît. La Chiza? Il paraît, oh. Mais... quand la Chiza va venir teaser, le gars qui apporte souvent ses chemises à raccommoder là. On va se gérer. On va se gérer. On va se gérer. Alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices qui nous regardent de l'autre côté du petit écran, on est déjà à la 4e et la dernière partie de notre émission et bienvenue au questionnaire intimiste. Ça va? Ça va. Quel est votre état d'esprit actuel? Je me sens libérée. Libérée? Oui. Pourquoi? Pour avoir dit ce que vous pensiez. Oui. C'est bien. Et quelle est votre plus grande peur dans votre domaine d'activité? L'échec. L'échec. L'échec total, la faillite, tout arrêter, tout claquer et ne plus rien faire. En fait. Et dans votre vie? Ne pas réussir ma vie, c'est-à-dire être épanouie dans tout ce que je ferai. Quelle est votre plus grande réussite dans votre domaine d'activité? Mon défilé de mode. D'accord. Voilà. Lequel? Éphéméride, je l'ai organisé le plus grand défilé de mes petites collections en fait, le premier défilé pour lancer la marque en 2019. Ça a été vraiment un challenge et vraiment je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagnée parce que ça a été aussi une expérience humaine parce que vraiment je me suis rendu compte qu'entre Gabonais on peut se soutenir. Et votre plus grande réussite dans votre vie? Personnelle ou... Votre vie personnelle bien sûr. Ma carrière. Voilà. Et votre plus grande peine? Ma peine? Amoureuse peut-être? Oui, amoureuse. Amoureuse, hein? Oui. Oui. Et votre plus grande joie? La famille. La famille. Ouais, retrouvement en famille. Votre plus grand défaut? Colérique, impulsive un peu. Ouais, un peu comme moi. Et le défaut que vous reprochez aux personnes qui vous sont proches? Parfois, on va dire quoi? Passif, d'accord. On va dire. Voilà. On va encore faire comment? Voilà. Cette devise-là. D'accord. Votre plus grande qualité? C'est difficile ça.
Talentueuse. Talentueuse. Voilà. Non, ça, c'est moi qui l'ai dit. Alors, ma plus grande qualité, on va dire, je pense vrai. Voilà, je dis toujours ce que je pense. Et la plus grande qualité que vous appréciez chez vos amis? L'honnêteté aussi. Voilà. La qualité que vous appréciez chez une femme? Alors, je pense l'authenticité. D'accord. Vraiment, elles arrivent à incarner ce qu'elles sont. Ouais. Lorsqu'une femme arrive à incarner ce qu'elle est, j'adore. Qu'elle soit méchante, qu'elle soit gentille, qu'elle soit agressive, mais tant qu'elle est... Elle est vraie. Voilà, elle est vraie. Vraiment, cette authenticité-là. Et en général, à la femme africaine, la qualité que vous appréciez chez la femme africaine? Elle est battante. Elle est battante. Et ce que vous reprochez à la femme africaine? Le fait, en fait, qu'elles se battent entre elles parfois. Qu'elles se battent, chamaillent, voilà. Voilà. Ben, il faut bien qu'elles se battent, non? Si on veut lui prendre ce qui lui est cher. Pas forcément l'homme, hein? Oui. Parce que lorsqu'on parle de bagarre, on va sur l'homme. Oui, mais en fait, elles n'arrivent pas à se battre contre les hommes, parfois qui arrivent à les écraser. Mais quand elles tombent sur, comment on va dire, le maillon faible, en fait. Moi, je m'attaque sur la femme plutôt que l'homme. C'est mieux. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, et le plus grand défaut que vous reprochez aux hommes africains? Le patriarcat. Ah, d'accord. Ils sont machos. Ah oui, excusez-moi. La majorité, même s'ils veulent faire genre, mais il y a toujours une petite phrase qui... oui, mais toujours tu es une femme, quoi. Que... Voilà, tu es une femme. Tu dois pas. Tu es une femme. Oui, mais vous êtes aussi un homme. Et leur plus grande qualité que vous appréciez? En général, l'homme africain? Le calme. Le calme de l'homme africain, oui. Il arrive vraiment à être calme face aux difficultés. Il arrive vraiment à... Votre dernier geste amoureux? Un bisou. Un bisou. Oui. Et ça? À la bouche. Et votre dernier mot à cette émission? Soyez libres. D'accord. Soyez libres, mesdames. Soyons libres, mesdames. C'est le conseil de Nancy Ntoto, que je m'en vais de ce pas remercier pour sa disponibilité. Merci pour son ouverture d'esprit. Merci pour les conseils. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, qui continuez de nous regarder et de nous encourager. On se retrouve dans un autre prochain numéro de Femina avec une autre invitée. Nancy, je vous dis au revoir. Au revoir. Merci de m'avoir reçu. Je vous laisse cette fois-ci avec un quatrième titre, une façon de dire merci à Dieu, lui qui est le début, la fin, le milieu, le maître de l'univers. C'est grâce à lui si cette émission s'est réalisée avec le titre